Le rappel des principaux titres de l'actualité avant de retrouver notre grand débat. À la une, l'arrestation d'Éric Drouet, figure des Gilets jaunes hier soir, suscite la controverse. Une interpellation pour avoir organisé une manifestation sans autorisation près de la place de la Concorde. C'est le chauffeur routier de 33 ans qui avait appelé sur Facebook un rassemblement. Il est toujours en garde à vue. Abus de pouvoir, interpellation injustifiée. De nombreux Gilets jaunes dénoncent l'arrestation d'Éric Drouet qui, selon eux, jette de l'huile sur le feu et est de nature à relancer le mouvement alors que la mobilisation est en baisse depuis plusieurs semaines. C'est la preuve que le prélèvement à la source qui entre en vigueur en ce mois de janvier suscite beaucoup de questions chez les contribuables. 280 000 connexions ont été enregistrées hier sur le site impôts.gouv.fr et près de 150 000 appels reçus par les centres de contact. La météo de ce jeudi, le ciel coupe la France en deux, toujours un temps très nuageux sur la moitié nord et du soleil sur la moitié sud, et du soleil qui ne réchauffe pas l'atmosphère. Il fait froid partout dans l'après-midi. Les températures sont comprises entre 1 et 14 degrés, 6 à Paris. Place au débat à 13h, des opinions qui se confrontent avec Richard Ramos, bonjour. Bonjour. Député Modem du Loiret, Damien Lempereur, bonjour. Porte-parole de Debout la France, Marie-Noëlle Lienemann, bonjour, sénatrice socialiste de Paris, et Louis Vogel, bonjour, maire de Melun, membre fondateur d'Agir. Est-ce un abus de pouvoir ou fallait-il rétablir l'ordre? L'arrestation d'Éric Drouet hier soir suscite la controverse. Il est toujours en garde à vue à l'heure où nous parlons pour avoir organisé un rassemblement sans autorisation. Si on refait le fil de la soirée depuis avant l'arrestation, ils étaient une cinquantaine à peu près à marcher près de la place de la Concorde sans leur gilet jaune avant d'être rapidement encerclés par les forces de l'ordre. De toute façon, on n'arrêtera jamais, et encore plus avec les choses qui se passent comme ça. Là, on n'a clairement pas de liberté, en fait. On n'a pas de signe sur nous, rien du tout, et on n'a pas le droit de marcher librement dans la rue. C'est voulu de nous bloquer à chaque fois, et ça fait monter les tensions, et après, il se passe ce qui se passe, comme à chaque fois, quoi. C'est ensuite que les policiers sont intervenus pour arrêter Éric Drouet. C'est la deuxième fois que le chauffeur routier de 33 ans est interpellé. Il sera jugé le 5 juin pour port d'armes prohibées, en l'occurrence une sorte de matraque ou de bâton selon les versions, et participation à un mouvement en vue de commettre des violences. Est-ce que l'arrestation était justifiée? Damien Lempereur? Non, elle était, selon nous, Debout la France, pas justifiée. C'est une provocation. Et c'est une faute, à notre avis. C'est une provocation parce que là, on voit bien qu'il y a une volonté, effectivement, il a raison, d'antagoniser, de rajouter, de jeter de l'huile sur le feu d'une certaine manière. Quand vous savez que, comment expliquer aux Français que, alors qu'on nous explique que, par exemple, les fichiers S, on ne peut rien faire, on ne peut pas les arrêter préventivement, alors qu'on sait très bien que vous avez dans certains quartiers des attroupements qui nuisent au voisinage en bas des immeubles et qui jamais la police ne vient arrêter quiconque. Comment expliquer que dans le même temps, on peut arrêter préventivement comme ça, sans aucun motif réel, en vérité, un manifestant. Damien Lempereur, à Debout la France, on aime bien respecter les règles, on soutient les forces de l'ordre. Là, est-ce que vous soutenez un rassemblement qui n'est pas légal? Quelle est l'infraction? La manifestation, on n'est pas dans une manifestation, on est peut-être juridiquement sur quelque chose qui est un attroupement. Mais un attroupement, le code de procédure pénale donne les instructions aux forces de police pour le régler. Les sommations et surtout la possibilité de le disperser. Qu'est-ce qu'on voit? Et c'est assez finalement emblématique et ça se répète. On voit là un surnombre des forces de police qui sont venues encercler des manifestants et qui finalement avaient une mission, arrêter un individu pour, encore une fois, je le répète, provoquer. Mais est-ce qu'on peut rappeler que Éric Drouet, dans son message sur Facebook, avait dit « on va choquer l'opinion publique ». C'est l'homme qui avait appelé à marcher sur l'Élysée. Il disait « si on va vers l'Élysée, on rentre dedans ». Comprenez quand même que les messages peuvent être interprétés comme un appel à la violence et que si cet homme organise un rassemblement, il peut y avoir des inquiétudes. C'est l'argument du gouvernement. Et moi, je le réfute. La garde à vue, c'est une mesure d'exception. On ne met pas en garde à vue, même si on partait du principe que l'attroupement est illégal, on pouvait tout à fait le disperser sans mettre les personnes en garde à vue, sans les priver de leur liberté. C'est ce que dit le Code de procédure pénale. Donc encore une fois, je pense que juridiquement, il y a une faute. La procédure, d'ailleurs, elle est nulle, elle sera annulée. Et en revanche, c'est une provocation d'un gouvernement qui cherche, un petit peu comme vous le soulignez, à instrumentaliser la violence pour monter les Français les uns contre les autres. Je trouve que c'est très dangereux. Richard Ramos. Non, mais M. Drouet, tout à l'heure,
Il nous dit quelque part, il nous dit j'étais là, je suis venu, on était juste, on peut plus se promener. J'étais là comme si il était venu regarder les oiseaux sur la Seine. Allumer des bougies. Non mais, Allumer des bougies. Non mais, moi j'ai débattu, avec lui. Mais sauf qu'on a le droit de ne pas nous prendre pour des imbéciles, madame. C'est la loi. Mais madame, on n'a pas le droit de nous prendre pour des imbéciles. Quand quelqu'un sur les réseaux sociaux dit on y vient pour choquer, madame Lienemann, vous qui êtes une républicaine, il vient pas pour arroser les fleurs des jardins parisiens. Je m'excuse. Eh bien, attendez, d'abord, après, c'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ils l'ont pas. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura des poursuites judiciaires. Il est privé de sa liberté. Moi, je leur fais confiance aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre dans notre pays, ils disent à un moment donné. Il y a aujourd'hui quelque chose qui nous paraît être illégal, on va l'entendre. Comme on met des gens en garde à vue qui demain ne sont pas inquiétés. C'est pas normal. Mais quand ce monsieur appelle à choquer, quand ce monsieur aujourd'hui nous dit en rigolant j'étais là par hasard, on n'a plus le droit de marcher dans les rues de Paris, il n'y a que les imbéciles qui vont croire qu'il était venu là pour regarder les oiseaux parisiens. Donc vous mettez en garde à vue, il était là pour, vous mettez en comme il l'a prison dit, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Comme il l'a dit. Vous l'assumez apparemment. Comme il l'a dit, il était là pour aujourd'hui choquer. Et alors, admettons qu'il est tort. L'intention n'est pas un fait. Admettons qu'il est tort. L'intention n'est pas un fait. Attendez, quand vous êtes les forces de l'ordre, madame, et que vous voulez protéger les Parisiens, c'est le ministre qui décide. Quand vous voulez protéger, si elles connaissent les droits, madame, elles les ont aujourd'hui appliqués. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis pour la liberté de manifester. J'ai aucun souci là-dessus. Aucun. On dirait pas. Voilà, mais aucun, monsieur, aucun. Moi, en 86, j'étais déjà le leader de la loi de Vaquet, et j'étais pourtant déjà centriste. Donc, de pouvoir aujourd'hui manifester. Mais il faut être dans la loi. Mais quelle est l'infraction? Vous qui prenez à debout la République, l'ordre. Quand on fait une manifestation... L'ordre républicain. C'était une manifestation. C'était une manifestation. C'était une manifestation. Et aujourd'hui, il a mis sur les réseaux sociaux, les manifestations, on les déclare en préfecture. Et donc, aujourd'hui, c'est pas... On a le droit de se réunir pour être dans le droit. Pas de souci. On a le droit de se réunir. Mais par contre, l'organisateur de la réunion, lui, doit le déclarer. Et M. Drouet était l'organisateur de la réunion. La parole, on écoute un peu tout le monde. Il devait donc, aujourd'hui, le déclarer. Marie-Noëlle Lienemann. C'est pas la première fois en France qu'il y a des rassemblements, des mouvements sociaux, et même des mouvements sociaux un peu inorganisés. Je pense à Nuit debout, à d'autres choses qui ont eu lieu quand on était encore plus jeune, d'autres choses. Jamais le pouvoir n'a essayé, dans ces cas-là, de provoquer une situation qui accroît ces tensions plutôt que de les résoudre. S'il y avait eu une vraie menace immédiate pour l'ordre public, s'il y avait eu des signes tangibles de danger pour l'ordre public, on pourrait s'interroger. Tel n'était pas le cas. Donc, premièrement, si je puis dire, la jurisprudence française a plutôt toujours joué l'apaisement plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. Deuxièmement, vous dites que vous êtes pour le droit de manifester. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas seulement l'arrestation de M. Drouet, qui, je ne vois pas en quoi, s'il y a un délit, il peut être convoqué. M. Benalla n'a pas été immédiatement arrêté. Évidemment. Il y avait délit. On l'a convoqué. S'il y a un délit, on le convoque au juge d'instruction, un juge qui en fait d'abord une enquête, puis... Pourquoi qu'est-ce qui me choque dans tout ça? C'est qu'il n'y a pas que le fait de M. Drouet. J'ai regardé avec toute une série d'amis qui sont magistrats comment toutes les personnes qui ont été arrêtées en amont des manifestations, à qui on a interdit de prendre le train, délégué syndical, CFDT, vous voyez, le gauchiste fou, etc., plein de gens différents, qui ont été empêchés d'aller manifester. Et aujourd'hui, après la garde à vue, qui les a empêchés de manifester, or le droit de manifester est un droit constitutionnel, la garde à vue a dit, non, il n'y avait rien à lui reprocher. Bon, donc je dis... Vous nous dites que Éric Drouet est persécuté par l'État? Non, je ne suis pas en train de vous dire ça, je vous dis que la pratique que l'État a par rapport à ce mouvement est une pratique qui est premièrement un aveu d'impuissance à maintenir l'ordre public, à garantir le droit de manifester, et une volonté de toujours régler les problèmes en tentant de les, entre guillemets, criminaliser. Et pour discréditer une partie des leaders et de ce mouvement. Hélas, ça va plutôt concourir à tendre les situations
plutôt qu'aller résoudre. Alors, justement, ça vous arrangerait. moi, Madame Lienemann, c'est une forme de dire toujours essayer de remettre de l'huile sur le feu et aujourd'hui, comme si toujours donner. Voilà. Que le gouvernement ne veut pas entendre les revendications. Moi, je vais vous dire, je partage pas votre point de vue. Avant d'entendre Louis Vogel, je voudrais qu'on écoute, c'est dans le même esprit, ce que disait Hervé Morin, l'ancien ministre, ce matin sur LCI. Lui, il dénonce une stratégie calamiteuse de la part de l'exécutif. Écoutez, il y a la loi. Très bien, la loi, c'est l'obligation de faire savoir qu'on va manifester. Et puis, il y a l'esprit de la loi. Est-ce qu'on a affaire à quoi? À 20 personnes. C'est ça, une quinzaine, ouais. 15 personnes qui disent vouloir poser des bougies. Je veux dire que si on voulait créer les conditions pour que ces manifestations reprennent de l'ampleur à partir de samedi, on s'y prendrait pas mieux. Il y a une espèce d'amateurisme dans la gestion de tout cela qui est assez extraordinaire. Louis Vogel, est-ce que le gouvernement vient de remettre une pièce dans la machine? Écoutez, moi, je voudrais m'en tenir au droit qui est le même pour M. Éric Drouet que pour n'importe quel concitoyen. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Laissez-moi parler, monsieur. Vous avez rappelé tout à l'heure que M. Éric Drouet a déjà été interpellé une fois pour port d'armes prohibé. Donc il était sous contrôle judiciaire. Donc là, il a de nouveau été, il est sous contrôle judiciaire, il n'a pas respecté l'obligation judiciaire qui lui avait été faite, et donc il va passer devant un tribunal correctionnel comme n'importe quel citoyen français. Tout le reste, c'est du bruit qu'on fait autour de la justice. Et je crois qu'il faut faire confiance à la justice. C'est une des institutions qui fonctionne dans ce pays. Le tribunal correctionnel, vous l'avez signalé, va se statuer le 5 juin. Voilà, comme pour n'importe quel Français. On ne va pas faire une jurisprudence Éric Drouet. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de bruit autour de ce cas, mais la justice, c'est la justice. Elle est la même pour tous, pour Éric Drouet, pour M. Éric Drouet, comme pour tous les autres concitoyens. Voilà ce que je veux dire. On ne met pas les mêmes moyens pour tous les concitoyens qui ne respectent pas le... Je ne connais pas le dossier sur le respect de la... Est-ce qu'il est je viens de vous dire, si vous me le dites, je vous crois, qu'ils ne respectaient pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de cas où les gens ne respectant pas leur contrôle judiciaire sont arrêtés dans des conditions comme celle-là. Eh bien, quand on vous attrape, on vous arrête. Non, pas du tout, jamais. Quand vous ne respectez pas le contrôle judiciaire, en particulier parce qu'il y avait un port d'armes prohibé, on vous arrête et c'est justifié. Voilà, c'est tout. C'est justement le deux poids, deux mesures. C'est assez juste parce que c'est le deux poids, deux mesures qui n'est pas acceptable par les Français. Parce que précisément, ils le voient dans leur quartier. Je parlais tout à l'heure des banlieues, mais il ne faut pas stigmatiser. C'est dans toute la France où des gens ne respectent pas leur contrôle judiciaire, où des gens qui sont mis en examen reviennent narguer la police le jour même. Et les citoyens, nos compatriotes, voient très bien justement qu'il n'y a jamais d'arrestation. Ils savent aussi très bien que, y compris en termes de condamnation, les condamnations sont souvent trop légères. Et là, pour quelqu'un à qui on reproche principalement son opinion politique, on peut ne pas être d'accord, M. Ramos, avec M. Drouet, mais ce n'est pas une raison pour le priver de liberté à deux reprises. C'est le deux poids, deux mesures permanent qui donne un sentiment d'injustice et qui en plus est réel. Si moi, ou n'importe quel citoyen qui nous regarde, appelle en public à marcher sur l'Élysée, à dire on va rentrer dans l'Élysée, vous pouvez être potentiellement poursuivi. Là, on est un peu dans l'amalgame parce que il a peut-être fait une erreur. Il s'en est d'ailleurs excusé. Je crois que là, quand il avait dit ça, il a fait une erreur et il est un peu revenu sur ses propos. Mais c'est pas pour ça qu'on l'arrête. Si vous demain vous êtes en train d'allumer des bougies demain et que vous êtes face à beaucoup plus de policiers que de manifestants, je vous garantis que vous ne serez pas, vous journalistes, je vous assure que pour avoir déjà été interpellé par la police, comme l'enquête citoyenne, je peux vous dire que demain, si j'appelle sur Facebook un rassemblement de relation, c'est pas le sujet. Ça fait 2 fois que je vous explique que c'est pas le sujet. Non, vous ne pouvez pas, madame. Vous avez le droit d'écrire sur Facebook que vous voulez faire un acte symbolique à tel endroit et appeler les gens à le faire. Vous avez le droit. Bon, la question qui est posée, c'est quand même qu'on veut essayer d'amalgamer une question politique avec une question de droit commun. Alors, je ne dis pas que les politiques ne doivent pas respecter le droit commun. Je dis simplement que la manière de traiter cette question de façon différenciée, en essayant de faire croire que c'est que du droit commun, alors que de fait, elle prend une connotation politique et n'est pas neutre, et que ça ne tombe pas du ciel parce que la police a décidé d'arrêter M. Drouet. C'est une stratégie qui vise à discréditer
tous les leaders de ce mouvement, qui ne sont pas tous, avec lesquels je ne suis pas tous d'accord, qui ne sont pas tous blancs au sens de la virginité politique, mais en tout cas, je considère que ça, c'est une stratégie qui va diviser les Français et qui va faire reculer l'adhésion démocratique dans ce pays. Alors, qu'en pensent les Gilets jaunes sur le terrain? On va retrouver Charline Hurel, qui est à Château-Thierry. Charline, qu'en pensent les Gilets jaunes autour de vous? Comment ont-ils réagi à l'arrestation d'Éric Drouet? Eh bien, écoutez, ils sont tout simplement révoltés à l'idée de voir Éric Drouet arrêté. Alors ici, eh bien, c'est l'incompréhension. Ils ne comprennent pas comment il a pu être arrêté. Pour eux, c'est un symbole qui a été touché. Comme ils le disent, c'est le symbole des droits et de la liberté. Donc voilà, de la révolte. Pour eux, c'est de l'injustice. Et donc pour ça, ils comptent bien rester mobilisés, continuer. D'ailleurs, samedi, ils ont déjà prévu de faire une marche en soutien à Éric Drouet. Donc pour eux, c'est quelque part, ça creuse encore un peu plus le fossé entre eux et ce que l'État est représenté, donc c'est-à-dire entre eux et les membres des forces de l'ordre. Donc une mobilisation qui va continuer jusqu'à temps que le gouvernement cède à leurs propositions. Merci Charline Hurel avec Quentin Rossi. Richard Amos, est-ce que le gouvernement n'est pas en train d'en faire un martyr en l'arrêtant, alors que le rassemblement ou la manifestation, on ne va pas jouer sur les mots, s'est déroulé dans le calme? Non mais là, regardez, on a dans votre reportage vu les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui restent sur les ronds-points, ce sont les gilets jaunes les plus contestataires et qui appartiennent souvent à des extrémistes de gauche et de droite. Et aujourd'hui, moi je ne dis pas les gilets jaunes quand j'entends le reportage. Moi, les gilets jaunes qui étaient venus à la soupe dans mon village avec les agriculteurs et les commerçants, ils ont été menacés de mort par d'autres gilets jaunes. Et donc aujourd'hui, les gilets jaunes qui restent pour partie, c'est des gens dont le gilet a été tricoté soit à la laine, soit à la haine démocratique. N'importe quoi. Au choix. Et donc moi aujourd'hui, je ne mets pas les gilets jaunes que j'ai rencontrés au début, il y a un mois, avec les gilets jaunes qui restent sur les ronds-points. Et je ne permets pas à ce que l'on dise que les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points sont les gilets jaunes. Parce que moi j'ai eu des jeunes femmes qui ont eu des menaces de mort parce qu'elles venaient discuter avec moi par d'autres gilets jaunes qui eux étaient en train de faire de la politique, c'est-à-dire de faire de l'entrisme comme ça faisait au bon moment des trotskistes. Et donc moi je veux continuer à travailler avec l'esprit des gilets jaunes, comme je l'ai fait depuis le départ, avec ceux qui disaient je vais travailler et je n'ai pas assez de reste à vivre, mais je ne veux pas qu'on amalgame les gilets jaunes qui restent sur le rond-point avec les gens qui étaient initialement des gens de bonne volonté et qui avaient des revendications qui étaient légitimes. Damien Lempereur. Quand on voit les images, ça me faisait penser à ce qui se passe parfois en Russie, sous le gouvernement de M. Poutine, où on arrête les opposants politiques. Et les mêmes qui aujourd'hui applaudissent l'arrestation d'Éric Drouet... Éric Drouet n'est pas envoyé au goulag. C'est pas une arrestation. Quand M. Navalny organise des manifestations illégales, les mêmes qui hurlent à la police politique, aujourd'hui applaudissent à l'arrestation d'Éric Drouet. On n'applaudit pas à l'arrestation, on laisse les forces de l'ordre faire leur travail. Et là, c'est intéressant. Et on a confiance. Et on a confiance, contrairement à vous. Attendez, parce que si vous criez, je peux crier aussi. On a confiance dans notre police. Damien Lempereur termine. L'amalgame qui est fait là, c'est très intéressant avec les forces de l'ordre. Vous savez, les forces de l'ordre, pour beaucoup, ils ont le cœur jaune. Et je suis sûr que ces fonctionnaires de police, pour la plupart, qui ont été amenés à exécuter cet ordre, je vais vous dire, pour certains, ils avaient honte de l'exécuter. Parce que vous ne ferez pas croire que c'est les forces de police qui ont décidé d'arrêter M. Drouet. L'ordre, il vient du ministère de l'Intérieur. Vous le savez très bien. Et c'est une volonté de provocation. Vous mettez de l'huile sur le feu. Et lorsque l'amalgame vous arrange, vous n'êtes pas le dernier pour l'utiliser. La parole, s'il vous plaît. À Louis Vogel. Voilà, oui. Moi, je ne peux pas laisser dire ce qui vient d'être dit à ma gauche. On arrête les opposants politiques. Enfin, c'est pas possible quand même d'entendre ça dans ce pays. Mais non, mais il ne faut pas exagérer quand même. Et vous mélangez la France et la Russie. Enfin, on n'est pas au pays de M. Poutine ici. Je ne sais pas, il faut toujours rester raisonnable et dire les choses telles qu'elles sont. Ici, on a appliqué la loi, un point, c'est tout. Vous dites qu'on n'aurait pas dû... Si, laissez-moi finir. Moi, je vous laisse parler, laissez-moi parler. C'est ça la loi. Ici, on a appliqué la loi française à M. Drouet comme on l'aurait appliqué à n'importe quel citoyen. Vous dites, comme c'est un symbole, il ne faut pas lui appliquer la loi. Mais où on va avec des principes pareils? Ensuite, vous développez ça en disant, on arrête les opposants politiques. Mais c'est vraiment n'importe quoi d'entendre ça. On est dans un pays libre, qui a un état de droit, qui applique la loi. Peut-être que ça ne vous plaît pas qu'on applique cette loi. La loi qui a été votée par le Parlement. La loi qui a été votée par nos députés, nos sénateurs. C'est la loi qui s'applique à tous.
Allons plus loin, Marie-Noëlle Lienemann. Puisqu'on parle donc de figure d'Éric Drouet, je voudrais vous faire réagir à ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il l'a publié sur Facebook, une lettre. Merci, monsieur Drouet. Il en fait une figure révolutionnaire, comme au temps de la Révolution française. Éric Drouet, qui, on le rappelle, est aussi très proche d'une autre figure des Gilets jaunes, Maxime Nicole, qui, de son côté, sur sa page Facebook, dit que des gens, en parlant de gens parmi les Gilets jaunes, prépare un soulèvement national avec des armes. Est-ce que vous êtes, comme Jean-Luc Mélenchon, fasciné par Éric Drouet et par Maxime Nicole? Alors, il n'a pas parlé de Maxime Nicole, à ma connaissance, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais Éric Drouet s'affiche avec Maxime Nicole sur mais Facebook. Pour l'instant, d'abord, je voudrais vous dire une chose. Non, monsieur, la loi n'est pas appliquée dans ce pays. Comme d'ailleurs le dit M. Morin à juste titre, s'agissant des mouvements politiques et sociaux, la tradition française de la loi qui existe depuis Pitaouche-Noclésois est de l'appliquer au regard de l'importance de l'ordre public. Ce qui fonde la loi, c'est le respect ou non de l'ordre public. Et donc, dans bon nombre de cas dans notre pays, quand il y a des rassemblements qui sont militants, disons, il n'a pas eu une application de la loi au sens de la sanction qui est devenue nécessaire parce que les gouvernements, les pouvoirs, les forces de police ont considéré que l'ordre public n'était pas en cause. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que plus de 60% de ceux qui ont été mis en garde à vue avant les manifestations ont été relaxés car il n'y avait strictement rien comme eux. On introduit dans le droit, par le fait, pas dans le droit, un principe d'anticipation d'une menace, ce qui, dans le droit républicain, n'a jamais été accepté, n'est pas accepté. D'ailleurs, j'appelle tous ceux qui ont été mis en garde à vue et qui n'ont pas été condamnés à demander la condamnation de l'État pour non-respect du droit de manifestation. Et enfin, au-delà des questions du droit, j'ai une question que je peux vous poser. Alors, on sait que la mobilisation, elle est en baisse depuis un mois et demi. Samedi dernier, il y a eu 12 000 personnes sur toute la France. Le soutien est très fort, le soutien populaire est peut-être, mais pas forcément sur le mode d'action. C'est un peu plus compliqué. Attendez, moi, je suis pas en train de dire. Est-ce que ce sont les voix du peuple, Éric Drouet, les figures des Gilets jaunes, est-ce qu'ils ont une légitimité? Et ils ont une légitimité par rapport au mouvement qu'ils ont créé. Qui a la légitimité d'être le peuple? Eh bien, il y a plein de gens qui ont la légitimité de représenter le peuple. Simplement, ce mouvement, il est émergent, atypique, soutenu massivement, en tout cas jusqu'à présent, par les Français. Donc, les personnes qui ont créé ce mouvement, qui ont créé cet électrochoc dans la société française, parce que là, je vous entends tous dire, c'est les radicalisés qui restent sur les ronds-points. Vous étiez tous les mêmes, pour une large part, à nous expliquer que les gens sur les ronds-points, c'était pas révélateur de la France, c'était des mots etc. Enfin, ne nous prêtez pas, attendez, madame, ne nous prêtez pas ce qu'on n'a pas dit. Monsieur, mais ne nous prêtez pas ce qu'on n'a pas dit. Oui, je parle de globalement vos mouvements politiques. En attendant, ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que nous sommes dans une situation où ces leaders qui ont émergé apportent quelque chose à notre démocratie. Oui, parce que la politique, c'est l'affaire de la cité, monsieur. Ça n'est pas les partis. Donc, M. Drouet est un leader politique. Non, oui, c'est un leader au sens de la police, de la politique, de la cité, de la vie de la cité. La politique, c'est tout. C'est pas seulement les partis politiques. Et c'est justement ce que ces gens-là sont en train de dire. Ils existent en tant que peuple pour exprimer des choses. On peut être d'accord avec une partie de ce qu'ils disent, ne pas être d'accord avec tout. En tout cas, ils expriment des choses. Ils sont utiles à notre démocratie et à notre République. Et vous voulez essayer de les discréditer par des méthodes de droit commun. Or, ils sont nécessaires pour que l'on ouvre une nouvelle page de recomposition démocratique. Oui, je ne crois absolument pas que M. Ramos ait essayé de discréditer les Gilets jaunes. Ce n'est pas du tout ça. Les Gilets jaunes, il faut les entendre. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont déclenché quelque chose dans ce pays. Et je pense que c'est très très bien qu'on puisse les écouter et qu'on puisse changer les choses en tenant compte de leurs aspirations, de ceux qui sont en train de dire au gouvernement, qui a dit, justement, qui a fait une sorte de mea culpa en disant, je ne vous ai pas assez entendu. De là, et ça c'est différent. De là à autoriser des actes de violence, de là à ne pas respecter la loi quand il faut la respecter. Tout à l'heure, vous avez dit l'ordre public permet de ne pas appliquer la loi. Mais où est-ce qu'on entend ça? L'ordre public, c'est la loi. La loi ne s'applique pas de façon aveugle, elle s'applique en tenant compte de l'ordre public. Oui, justement. Alors, je suis étonné qu'un de nos parlementaires puisse dire que ici, dans ce pays, on n'applique pas la loi. Montesquieu explique bien que la loi est l'esprit de la loi, monsieur. Non, mais attendez. Non, il ne faut pas exagérer. Il y a la lettre de la loi, l'esprit
l'esprit de la loi, mais l'esprit de la loi ne permet pas de dire je ne vais pas appliquer la loi. Il ne faut pas aller trop loin. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer la loi, je dis que les pouvoirs publics doivent intervenir à proportion de la menace que c'est. Eh bien, il semblerait que c'est ce qui a été fait, puisqu'il était sous contrôle judiciaire, ce monsieur. Non, ce n'était pas la raison. On avait il y a quelques instants dans LC Midi un représentant des Gilets jaunes en plateau, Jean-Claude Régnier, chauffeur VTC, et écoutez sa réaction. Pour lui, ce qui s'est passé est de nature à relancer le mouvement. Le chef de l'État et son gouvernement, Castaner en tête, met sans cesse de l'huile sur le feu. Donc ça commence à énerver de plus en plus la population, ça énerve de plus en plus les Gilets jaunes. Dans la mesure où ce que l'on a juste en dessous de République française, c'est liberté, égalité, fraternité. La fraternité, nous, on l'a retrouvée depuis le 17 novembre, la fraternité, entre tous. Par contre, la liberté et l'égalité, ça fait des années qu'on l'a bel et bien perdue. Richard Ramos, est-ce que le gouvernement tente d'étouffer le mouvement en empêchant les manifestations? Non, moi je ne crois pas. Mais il y a quelque chose qui est très important dans les Gilets jaunes. Moi, je reconnais à Mme Lienemann, que je suis depuis des années, de défendre une idée politique. C'est une femme de gauche, avec une certaine idée de la gauche. Et donc, dans les Gilets jaunes initiaux, il y avait des gens et des femmes qui disaient aujourd'hui, moi je suis dans la République, pas la République en marche, mais dans la majorité présidentielle, j'ai dit sur toutes les antennes, on a été élu pour faire de la politique autrement, on n'a pas fait de la politique autrement. Et donc, on doit, quand c'est comme ça, on a des gens qui viennent dans la rue. Donc, le débat qui s'ouvre sur le modèle de société, celui-là, il m'intéresse. Celui-là, on peut ne pas être d'accord avec Mme Lienemann, mais je lui reconnais depuis des années d'être constante dans ses idées. Par contre, qu'on fasse de la politique à l'ancienne et que sur des gens que moi j'estime, j'ai débattu avec eux, que ces gens-là ne représentent pas les Gilets jaunes, ne représentent pas les femmes que j'ai vues qui sont infirmières et qui disent « j'ai les seuls mon gosse et j'y arrive pas ». Donc je ne laisse pas à ce monsieur-là ni à l'autre avec qui j'ai débattu l'idée de penser que c'est eux les Gilets jaunes. Et je ne voudrais pas que quelqu'un que j'apprécie, même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais que j'apprécie son combat à gauche, finalement aille là-dedans. Le débat va revenir entre, pour moi, ce qui sont les véritables Gilets jaunes, c'est-à-dire, en gros, on veut deux choses, nous les Français et Françaises, foutez-nous la paix et on veut du reste à vivre. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir que de notre travail, on puisse aujourd'hui avoir un pouvoir d'achat qui nous permet d'acheter des cadeaux à Noël, de pouvoir partir en vacances. Et ce débat-là, on aura un débat politique serein. Mais pas de politique politicienne en récupérant des gens qui, eux, ne sont pas les Gilets jaunes initiaux. Puisque vous parlez de récupération, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que cette arrestation, c'est peut-être une stratégie du gouvernement pour remotiver les troupes et pour même pousser ces Gilets jaunes à présenter une liste aux européennes. Parce que selon les sondages, les Gilets jaunes prendraient plutôt des voix à la France insoumise et au Rassemblement national. Regardez ces sondages. Il y a deux hypothèses. L'hypothèse sans Gilets jaunes. Le Rassemblement national est à 24%, En Marche à 19%, la France insoumise à 11,5%, les Républicains à 8% et Debout la France à 7%. Hypothèse 2, si les Gilets jaunes présentaient une liste aux européennes, ils seraient à 8%. Le Rassemblement national est légèrement en baisse. Derrière, En Marche à 19%, légèrement en baisse, la France insoumise à 10,5%, les Républicains à 8% ne bougent pas et Debout la France ne bouge pas non plus. Est-ce que c'est une stratégie à quelques mois des européennes, selon vous? En tout cas, quand j'écoute M. Ramos, je vois que la stratégie de la majorité présidentielle, puisque vous nous rappelez que vous appartenez, le MoDem, bien sûr, quand je vous entends donner des leçons de politique politicienne à Mme Lienemann, alors que vous êtes au MoDem, je respectais le combat de gauche depuis des années, Mme Lienemann, va à la soupe, mettant vos convictions de côté pour vous faire élire. Vous êtes trop jeune pour parler comme les anciens. Excusez-moi, M. Ramos, mais vous êtes vraiment mal placé pour donner des leçons de politique politicienne. Mais il est clairement dans une stratégie de division, en prétendant choisir qui parmi les Gilets jaunes a le droit de s'exprimer, qui est légitime à ses yeux. Et on voit bien que, y compris la stratégie du gouvernement, est encore une fois de diviser, en prenant Drouet, parce qu'il est sulfureux, en tapant Drouet, en essayant encore une fois... Mais il a dit des bêtises, M. Drouet, c'est pas la question. Moi, je me souviens de Voltaire. Vous oubliez très vite les principes. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez l'exprimer. Tout d'un coup, lorsque vos intérêts personnels sont en jeu, vous oubliez tous vos principes. Le principe de l'égalité, le principe de tolérance. À chaque fois que je parle, vous m'interrompez.
À chaque fois que je développe un propos, parole d'expert. Vous venez de le refaire. Parole d'expert. Vous avez beaucoup de mal avec En Marche. En Marche, vous avez beaucoup de mal à écouter la tolérance. C'est quelque chose qui vous est assez étranger. Vous n'incarnez pas la tolérance. Et finalement, lorsque les Gilets jaunes viennent un petit peu bugger le système, c'est-à-dire viennent parler, et avec le rôle des médias qui a donné la parole à beaucoup de Gilets jaunes, tous ces gens-là, finalement, sont terrorisés. Parce que, ou non, la justice ne s'applique pas de la même façon. Le coffre-fort de M. Benalla, la perquisition rocambolesque de M. Benalla, tous les Français l'ont vu. Dans le quotidien, ils voient très bien comment ça se passe dans les quartiers. Donc, la justice à deux vitesses, les Français en ont conscience. Et le fait que le gouvernement affiche une telle violence, une telle intransigeance sous respect de la loi ou des principes républicains vis-à-vis d'un citoyen qui s'exprime avec les mots qu'il a, avec les mots qui sont les siens, ce deux poids deux mesures, il est insupportable. Et c'est ce deux poids deux mesures qui est en train de vous perdre, vous et vos amis au gouvernement. Revenons sur la stratégie du gouvernement à quelques mois des européennes. Vous dites, Marie-Noëlle Lienemann, c'est peut-être pas un hasard si ça se passe maintenant. Moi, je crois que Emmanuel Macron veut radicaliser son bloc autour de lui, essayer de diviser en périphérie et essayer d'apparaître comme étant le sauveur contre un ordre qui serait menacé. La réalité, c'est qu'on vit une recomposition politique qui s'est engagée d'ailleurs d'une certaine façon, déjà avec l'élection d'Emmanuel Macron. Les clivages anciens ne correspondait plus à l'état politique de la société française. Moi qui suis une femme de gauche, et je n'ai pas changé, je crois à mes convictions de gauche, je fais le bilan et la conclusion que nous sommes dans un cadre nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de gauche et de droite ? Je ne le crois pas, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est comment va s'organiser la démocratie dans ce pays pour que notre peuple, dans sa diversité, se sente bien reconnu et partie prenante et représentée dans la vie démocratique, puisse se faire entendre. Quand je vous entends, j'ai le sentiment, je peux me tromper, que vous espérez qu'on va pouvoir calmer cette espèce de mouvement global de remise en cause, de repenser notre cadre politique, avec simplement, vous a entendu, vous allez pouvoir avoir des fins de main plus faciles. Au passage, vous auriez pu prendre des mesures qui les garantissent tout de suite. Les fins de mois plus faciles, je pense par exemple à la hausse du SMIC, un truc. Mais aussi la question démocratique, la question de la recomposition politique. Il va y avoir un grand débat national. Oui, mais attendez, les grands débats. Je vous rappelle qu'il devait y avoir un grand débat européen. Vous en avez vu la couleur, vous ? Alors oui, les spécialistes et les machins, 4 pelés, 5 tondus, qui ont été réunis pour parler de l'Europe. La vraie question, c'est qu'effectivement, pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des personnalités différentes, nouvelles et anciennes. Tout le monde est censé être consulté. Oui, mais tout le monde, c'est personne aussi. Parce que quand vous êtes dans une assemblée réunie, qui c'est qui fait la synthèse de quel est le point de vue ? Si vous n'avez pas des gens qui incarnent à un moment donné des dynamiques et qui doivent être plurielles, même les gilets jaunes, ils sont pluriels. En tout cas, le président va écrire en français mais c'est pas parce qu'il l'a dit pour préciser justement comment va se passer d'accord, on attend de préciser un grand débat. Et d'ailleurs, de ce point de vue, un débat politique, ça doit se conclure par un vote. Je rejoindrai Mme Lienemann sur la fin. C'est vrai que, mais c'est même plus qu'une recomposition politique, c'est une recomposition de tout le système institutionnel français. Ce qui est en crise, c'est la démocratie représentative. Vous avez vu, les Gilets jaunes ont toujours dit on n'est pas entendu. On veut que le gouvernement nous entende, on veut que le Parlement nous entende. Certains ont même proposé qu'on supprime le Sénat. Oui, voilà. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, de représentativité et il n'est pas propre à la France. Partout, c'est le principe majoritaire. La 5e, on a rajouté. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Dans tous les pays occidentaux, il y a une crise de la représentation. Parce que dans un système complexe comme le nôtre, les gens ont des problèmes précis sur le terrain. Ce qu'ils veulent, les Gilets jaunes, c'est qu'on donne la parole au terrain. Et donc, ce qui est en train de se passer, et je crois que c'est ça la grande nouveauté de ce mouvement, c'est qu'on est en train de repenser nos institutions. C'est pas seulement gauche-droite au sein des partis politiques, ceux qui se radicalisent aux extrêmes, c'est pas seulement ça. C'est que nos concitoyens demandent qu'on reconstruise les institutions de ce pays, d'où, et j'espère que ce débat national va avoir des résultats, parce que c'est exactement la source. Ils ont demandé 2 choses, les Gilets jaunes. 1, plus de pouvoir d'achat. Parce que c'est vrai que 15% des ménages français sont en difficulté dans leur fin de mois, et ça, c'est les premières réponses, c'est les premières mesures qui ont été prises. Et ils ont demandé qu'on les entende, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas représentés. Et donc, aujourd'hui,
Et c'est ça qui est important, c'est pas finalement M. Drouet, hein. C'est tout le mouvement, c'est ça qui est important. Tout le mouvement des Gilets jaunes est en train de nous donner un avertissement à nous, politiques, en disant, ils ont dit d'ailleurs, ils se sont représentés à 90%, ils ne sont pas représentés par les partis politiques traditionnels. Hein. Voilà. Louis Vogel, est-ce que désormais il n'y a pas une constituante un questionnement, non pas sur le fond des revendications qui sont toujours largement soutenues par les Français, mais par le mode d'action. Beaucoup de commerçants, de petits patrons ont souffert, hein, leur chiffre d'affaires a baissé depuis le début du mouvement. Et c'est peut-être à cette France silencieuse que le président de la République s'est adressé lors de ses vœux quand il a envoyé un message de fermeté. Écoutons-le. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. Précisément parce que nous sommes un État de droit. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance, car j'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société. Richard Ramos, comment vous l'interprétez? Circuler, il n'y a rien à voir, vous quittez les ronds-points, rendez-vous aux européennes? Non, c'est la diversité des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on ne peut pas les réduire aux gens qui ont cassé, etc. Donc c'est réouvrir le débat. Et on est bien, et je crois que là-dessus on est d'accord, mais sur la représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des Français, et c'est partout en Europe, ne reconnaissent plus la démocratie représentative. Moi, j'étais aussi, comme d'autres, un élu rural. Et donc là, pour le coup, dans notre commune rurale, le gars ou la femme, elle venait nous voir sur le marché, elle nous disait j'ai un problème, il y a le cul de poule, ça fait 3 mois que c'est pas bouché, il faut que tu viennes me le boucher, sinon tu vas te faire engueuler au prochain marché. Donc il y avait une proximité. Aujourd'hui, nous les députés, quels que soient les bords politiques, le peuple français, en grande partie, ne nous reconnaît plus la légitimité de faire des choses. Et en plus, comme je l'ai dit régulièrement, les ministres prennent les députés pour des pimpins, et quand ils vont à l'Assemblée nationale, c'est juste un mauvais moment à passer. Et donc, il y a une vraie redéfinition du rôle du parlementaire et des parlements comme représentation du peuple. Moi, je crois à la démocratie représentative. Et après, il y a une recomposition. On l'a vu au présidentiel. On a eu M. Dupont-Aignan qui a été avec l'extrême droite, Mme Le Pen. On a aujourd'hui Mme Lienemann qui se rapproche de la France insoumise. Marine Le Pen et n'est nous, pas d'extrême droite. Vous êtes vraiment un spécialiste de l'amalgame. Et Mme Lienemann de la France insoumise. Et donc on a bien effectivement une recomposition politique. Mais moi aujourd'hui, ce que je crois, c'est que nous, et moi je suis dans la majorité présidentielle, on n'a pas fait en 18 mois ce qu'on avait promis qu'on devait faire. Et donc il faut qu'on se mette au travail dans nos circonscriptions. Moi, je suis pour la décentralisation et que chaque député sur les territoires... Vous saluez le grand débat national organisé par le président de la République? Non, je ne le salue pas. Parce que moi... J'en ai marre que ce soit Paris qui décide tout. Et qu'on mette une institution à Paris, fût-elle Mme Joanneau ou d'autres, qui vont décider de façon, comme le font les énarques habituellement, de façon... Mais là, il y a des cahiers de doléances qui sont dans les mairies. Laissez les parlementaires sur le terrain faire leur travail. Il nous reste 30 secondes. Damien Lempereur. Je crois que le président de la République confond légalité et légitimité. Il nous explique que parce qu'il a été élu pendant 5 ans, on doit ne rien dire, tout accepter, et on va peut-être nous donner un vrai faux débat pour faire passer le temps. En réalité, le président de la République, sa légitimité, elle est atteinte aujourd'hui. Elle est atteinte parce que la politique qu'il a menée était profondément injuste. Et je crois, et à Debout la France, on pense que pour retrouver de la légitimité, la seule solution, c'est pas un vrai faux débat national, c'est de revenir devant les urnes. Emmanuel Macron doit revenir devant le peuple s'il veut... Avant les européennes? Oui, avant les européennes. Il doit soumettre... sinon, il sera sanctionné aux européennes. Mais je pense qu'il doit revenir avant pour que les Français disent oui ou non, on veut continuer avec vous le projet que vous nous proposez, le plan de sortie, 5 secondes, mesures. Pas du tout d'accord. Ce qui vient d'être dit, hein, on n'a pas affaire à un président autiste, c'est le contraire. Il lance un débat national, il écrit une lettre. Non mais vous dites qu'il ne bouge pas. Pas du tout. Il ne se réfugie pas derrière son élection pour ne pas bouger. Il est à l'écoute. Alors après, il faut que tout dépend des modalités selon lesquelles ça va se passer. Vous avez raison. Aux Français de juger. Merci à tous. Et de voter, si j'espère. Et de voter. Les synthèses qui sont préétablies pour nous faire croire que la seule validité, c'est que le peuple vote. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous dans un instant au cœur de la course.